I am 15 years old and I'm from Sweden. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Il ne faut pas oublier que le régime qui est le nôtre aujourd'hui, la démocratie dite représentative, c'est un régime qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France, justement pour constituer une alternative à la fois à la démocratie et à la monarchie. C'est un régime qui n'a de démocratie que certains aspects, qui ne correspond pas véritablement à l'idéal démocratique originel. Donc n'oublions pas que nous n'avons jamais été véritablement en démocratie. Jusqu'au XVIIIe siècle, la politique, c'est soit la monarchie de droit divin, la tyrannie, l'oligarchie, la dictature, en gros l'empire, le roi, bon. Soit la démocratie, c'est-à-dire le peuple entier qui décide, comme à Athènes ou dans les cités des communes italiennes, enfin dans les communes italiennes de la Renaissance. Le début de la Révolution française, c'est encore ça. C'est le peuple dans la rue, c'est le peuple qui décide de discuter, de déclarer des droits universels, enfin bon, voilà. Et puis au milieu de la Révolution française, il y a un petit texte de l'abbé Sieyès qui dit à un moment donné... Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Et oui, l'abbé Sieyès, leader révolutionnaire, est l'un des fondateurs du système représentatif. Il rejettera jusqu'au bout l'idée de créer un véritable gouvernement démocratique et s'opposera fermement à tout système intégrant le peuple aux décisions politiques. C'était une manière de combiner deux choses qui apparaissaient incompatibles. De combiner le fait que l'origine du pouvoir, la légitimité résidait dans le peuple, mais qu'en pratique, il était hors de question de confier au peuple le soin de prendre des décisions et de se gouverner. Donc on combinait finalement le contradictoire, le principe du nombre, de la légitimité populaire et le principe du gouvernement par quelques-uns. C'est ça qui est le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il faut remonter loin dans le temps pour comprendre la naissance de notre système politique. Un peu moins quand même. 1789, la célèbre Révolution française. Affamé et excédé par un roi qui le méprise, le peuple français se révolte. C'est la fameuse prise de la Bastille. Le roi battu, les révolutionnaires prennent le pouvoir. C'est inédit dans l'histoire de France. Après plus de 1300 ans de monarchie, le peuple va décider lui-même de son organisation politique. C'est beau. Enfin, pas tant que ça. Je vous explique. Avant 1789, une nouvelle prospérité économique permet aux artisans et commerçants une ascension sociale fulgurante. Mais le pouvoir leur est toujours inaccessible. Et oui, en monarchie, le roi est seul aux commandes et le pouvoir se passe de père en fils. Pas question de partager. Mécontents de ce système, ces nouveaux riches se révoltent pour prendre le pouvoir. Ce sont les meneurs de cette révolution. La monarchie renversée, ils instaurent la démocratie made in noblesse, c'est-à-dire l'organisation d'élections au suffrage censitaire où seuls les riches peuvent voter. Pourtant, le petit peuple aura bien tenté de s'organiser pour créer ce qui lui semblait le plus juste, une véritable démocratie où l'ensemble des citoyens prennent part à la vie politique. En vain. Vous l'aurez deviné, ce qui semblait être une révolution n'est finalement que l'accession au pouvoir de la bourgeoisie. Le peuple est écarté de toute activité politique.
Donc il y a eu un processus de substitution, une sorte de tour de passe-passe, dans lequel finalement cette assemblée de représentants en est venue à se penser comme le peuple lui-même. Il y a eu un processus d'identification entre la représentation et la souveraineté populaire. Mais il y a un élément aristocratique absolument évident, c'est que seule une petite fraction de la population gouverne au nom de tous les autres, et tous les autres sont clairement exclus du jeu politique. Et ça, c'est une volonté qu'ont eue les révolutionnaires anglais et américains et français à la fin du XVIIIe siècle. Du coup, on voit bien que ce système est en crise. Je pense comme Rousseau, que la démocratie représentative est une contradiction, et que donc elle se retourne contre l'idée même de démocratie. Contrairement à l'abbé Sieyès, le philosophe Jean-Jacques Rousseau pense que la représentation organise une séparation entre ceux qui gouvernent, c'est-à-dire les politiciens, et le reste de la population. Il considère la représentation comme oligarchique et préfère la démocratie directe. Le peuple ne peut avoir de représentants parce qu'il est impossible de s'assurer qu'ils ne substitueront point leur volonté aux siennes et qu'ils ne forceront point les particuliers d'obéir en son nom à des ordres qu'il n'a ni donnés ni voulu donner. Malgré son analyse, la Révolution donnera naissance à la représentation. C'est bien l'abbé Sieyès qui dictera les réformes politiques. Très clairement, le vote, c'est l'élément démocratique du gouvernement représentatif. C'est celui qui fonde sa légitimité face au peuple. Puisque le vote donne véritablement le sentiment que les citoyens ont une capacité d'influence sur le pouvoir et ont une capacité de sanctionner ou de récompenser ceux qui les représentent. C'est le vote qui est le fondement du lien représentatif dans notre gouvernement représentatif. C'est pour ça que le vote est aussi important. L'acte électoral est par essence démocratique, mais si cet acte électoral est conçu comme une délégation de pouvoir à des représentants qui ensuite dirigeront sans consultation du peuple, c'est vrai que cet acte électoral est perçu comme une perte de souveraineté. Dimanche prochain aura lieu le premier tour des élections législatives. Pour ce scrutin particulièrement important, vous ne pouvez pas vous abstenir. Il faut voter. Seul moyen d'expression. Alors les pouvoirs publics organisent des campagnes publicitaires. Et pourquoi pas Paul? Oui, Paul, c'est très bien. Non, Jean, c'est mieux. C'est pas terrible, Jean. Jean, c'est pas si mal. Paul. Jean-Paul. Va voir Jean-Paul. L'objectif est d'inciter à voter et réduire l'abstention à un acte antidémocratique. À l'école, on nous apprend à voter pour être un bon citoyen. Mais ne l'oublions pas, le vote n'est pas le fondement de la démocratie, juste une de ses composantes. Les révolutionnaires ne sont pas morts pour le droit de vote, mais pour plus d'égalité et de liberté. Seulement, cette idée est tellement inculquée comme un devoir, dès le plus jeune âge, qu'il est difficile de s'en défaire. Écoutons Alain Badiou, philosophe, face à un journaliste. Est-ce que vous réalisez juste, Alain Badiou, vous avez de la culture, vous avez de l'humour, que votre manière de parler pourrait être ressentie comme une insulte par des gens qui se sont fait tuer pour le droit de vote en 1848, en 1870. Des gens y croyaient à ces choses-là. Mais bien sûr. Ils sont morts pour avoir le droit de voter. Mais évidemment. Et je considère que le droit de vote a été, dans l'histoire des idées politiques, une conquête. Mais comme toute chose, les conquêtes, il faut en faire de nouvelles. Nous savons maintenant, depuis un bon siècle, ce que le droit de vote est capable de donner. Et ce que le droit de vote est capable de donner, c'est de toute évidence, sur les questions sociales, économiques et fondamentales, un conservatisme inébranlable. D'autant plus inébranlable qu'il est périodiquement légitimé par le scrutin. Alors nous devons maintenant aller au-delà de ça, c'est tout. Les pouvoirs qui nous gouvernent ne sont pas des pouvoirs élus, ce sont les marchés financiers, ce sont les grandes entreprises, ce sont des acteurs de l'ombre qui ne sont en aucun cas en position de responsabilité politique. Ça, c'est la première raison évidente pour laquelle la démocratie ne se résume pas à l'élection. People who say, if you have nothing to hide, you have nothing to fear. What they're saying is, things are good enough. We'll take care of everything. Give up your power. Give up your freedom and let us take care of you. Trust us. But democracy is not about trust. Democracy is about effort.
Moi, je pense très fortement qu'on arrive au bout d'un cycle, de façon générale, dans tous les domaines, je veux dire. Et aussi dans notre façon d'imaginer comment on travaille ensemble, comment on gère des organisations. J'ai perçu que énormément de gens sont fatigués, moi je l'étais, de ces jeux de pouvoir. Et j'ai perçu qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train d'émerger, qu'il y a des gens partout dans le monde qui ne se connaissent pas entre eux, qui ont inventé quelque chose quasiment d'identique. Et donc voilà, j'ai décidé que c'est à ça que j'allais pour le moment consacrer mon temps, c'est de faire savoir que c'est possible, pour que des gens qui se disent « mais oui, bon Dieu, je sens bien que ce truc-là n'est pas possible », ne doivent pas passer comme eux sur 10 ans d'expérimentation, mais puissent simplement copier-coller ce que ces autres-là, ces pionniers extraordinaires ont pu mettre en œuvre. J'ai finalement étudié très en profondeur une douzaine de structures tout à fait extraordinaires. Donc il y a une école, il y a un réseau d'hôpitaux psychiatriques, il y a des entreprises, des usines, il y a un peu de tout, qui ont été fondées par des personnes qui ont fait tout un bout de chemin personnel, spirituel, et qui donc du coup ont dit, écoute, la façon dont on gère aujourd'hui nos structures ne fait plus de sens, je ne veux pas être le patron tout seul en haut de la pyramide qui décide tout. En même temps, si on n'a pas une hiérarchie, une pyramide, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on évite le chaos? Et donc ce sont des gens qui ont expérimenté comme des fous, jusqu'au moment où ils sont tombés sur un tout autre type de structure. Il y a tout autant de structures, mais elle est différente. Ce sont des grosses boîtes que j'ai étudiées, donc la plupart font plusieurs milliers de personnes, donc ce n'est pas des petites structures. Et elles arrivent à fonctionner entièrement sans hiérarchie de pouvoir, donc il n'y a personne qui est le boss de quelqu'un d'autre. Alors quand je dis ça, la plupart des réactions, c'est « attends, c'est pas possible », parce qu'on a l'idée que s'il n'y a pas de hiérarchie, alors c'est la folie du consensus, et non, elles ont trouvé d'autres structures qui sont basées notamment sur ce qui se fait dans la nature. Dans la nature, on a des systèmes extraordinairement complexes, bien plus complexes que les plus grandes de nos organisations. Un écosystème comme la forêt a une complexité phénoménale, ou notre cerveau humain a une complexité gigantesque, 85 milliards de neurones qui travaillent ensemble, c'est impensable. Et toutes ces structures-là fonctionnent sans boss. Dans notre cerveau, il n'y a pas un neurone qui est le boss et puis qui a son comité de direction et puis... Direction Kingersheim, dans l'est de la France. Joe Spiegel en est le maire depuis 1989 et depuis une vingtaine d'années, il tente d'ouvrir la politique de la ville à toutes et tous. En 2014, il refuse la Légion d'honneur. L'une de ses raisons, la critique d'une démocratie en panne et d'un système à bout de souffle. Mais ce n'est pas tout. Ce refus, c'est aussi pour Joe Spiegel affirmer un besoin profond de retrouver le sens de l'égalité. Tiens donc. Mon nom c'est Joe Spiegel et je suis maire de Kingersheim, qui est une ville de 13 000 habitants près de Mulhouse. Depuis 20 ans, la question qui m'intéresse, c'est comment associer les citoyens à la décision commune, comment retrouver le sens du bien commun ensemble, comment permettre à chacun d'être copropriétaire de l'intérêt général, coproducteur de la décision, comment en réalité changer vraiment la vie des gens avec eux, et pas pour eux de manière condescendante, avec des bulletins de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, avec la culture des promesses non tenues, avec le désenchantement qui s'ensuit, comment concrètement... On fait des équipements de grande qualité pour la pratique sportive, pour les écoles, et on ne ferait pas des équipements où on apprend à s'exprimer, à travailler sur le vivre ensemble, à décider ensemble. Et donc l'idée, c'est de consacrer un lieu dédié, autant aux citoyens qu'aux élus, autant à la concertation que la décision, donc la maison de la citoyenneté. Le principe qui est le nôtre, c'est que chaque projet structurant doit faire l'objet d'une séquence démocratique qui associe toutes les ressources démocratiques. Sur les rythmes de vie? Sur les rythmes scolaires. Alors, pourquoi je pose cette question? Parce qu'en ce moment, bon, au niveau des écoles, c'est le sujet de la cour d'école, les côtés parents. Actuellement, les gens en parlent. Ah oui, oui. Ben, c'est bien qu'il y ait ce retour parce qu'en fait, on était sur l'agenda. Je le dis sous le contrôle de Séverine, parce que je vois bien toutes les séquences qui s'ouvrent et que c'est compliqué. Parce qu'on avait prévu de le faire janvier-février. C'est trop tard. Là, il y a eu une dynamique au niveau du gouvernement qui disait, ben voilà, on va repasser à la semaine des 4 jours. Il y en a qui, je te dis clairement, hein, pourquoi Joe il a bloqué, on n'est pas revenu à la semaine des 4 jours, en expliquant, les gens comprennent parfaitement qu'il y avait aussi des enjeux derrière avec, des équipes salariées, etc., etc. Par contre, pour eux, c'est le système actuel des 4 jours et demi, pas forcément dans le contenu, mais dans le rythme. Voilà, c'est quelque chose, c'est une aberration. Donc là,
Quand je parle de la mise en agenda, il y a vraiment une balle à prendre au rebond, tout de suite. Maintenant. D'accord. Donc c'est bien que vous m'alertez là-dessus. Peut-être qu'il faut accélérer l'agenda. Je dis aux gens, voilà, on a débattu, c'est clair, on ne peut pas prendre une décision ce soir. Vous savez très bien que ça ne se prend pas comme ça. Et donc je propose que dans la durée, on réfléchisse ensemble et qu'il y ait des représentants de toutes les ressources qui soient présentes. Et là, je fais un appel à candidature aux habitants présents pour venir constituer le collège des habitants. Mais comme je me rends compte que souvent, ce sont souvent les TLM, toujours les mêmes, pour les grands sujets, je procède au tirage au sort. En gros, en statistique, c'est 1 personne sur 6 qui accepte de venir. Mais en tout cas, c'est beaucoup de gens qui, soit ils n'ont pas le temps, ça c'est un vrai problème, le temps démocratique, soit ils ont fait confiance au maire, sont biberonnés au fait que j'ai délégué, ou alors le maire est un couillon, je ne bosse pas avec lui, ou encore je ne sais pas. Ça c'est la pire des remarques, je ne sais pas quoi vous dire. Comme si les gens étaient dans l'autocensure. Tous les projets importants font l'objet d'une maturation partagée par des habitants, des experts, des élus. C'est très important qu'il y ait cette maturation, cette fertilisation des différents points de vue. Ce que je veux dire ici, c'est que de faire une démocratie-participation, c'est l'inverse de la démagogie. Et qu'il faut beaucoup de courage politique et de la technique. Et donc une pensée globale de dire qu'au fond, on peut cheminer ensemble en sollicitant des gens le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est mon utopie à moi. Bonjour, messieurs, dames. Salut, Joe. Bonjour. La démocratie construction est une démocratie exigeante. Elle implique qu'elle soit interactive tout le temps, elle implique qu'elle soit lente, c'est-à-dire qu'on aille au fond du sujet, et c'est donc un antidote aux populistes qui prennent comme levier le simplisme, et ça implique qu'elle soit édifiante, c'est-à-dire que inviter les habitants à un processus de décision, c'est un processus de transformation. Soc la Gala Pin, soc regidora del districte Ciutat Vella i de participació de l'Ajuntament de Barcelona. Hi havia aquest debat de dir què fem a nivell de política institucional. Hem fet tot el possible, o sigui, hem recollit signatures, hem intentat canviar les lleis, hem fet desobediència civil, hem intentat negociar, esgotat totes les estratègies possibles i ens trobem amb un mur contínuament. Llavors, la reflexió era, no hem de canviar la gent, no hem de treure una gent per posar-ne una altra, sinó que el que hem de canviar són les formes de fer política. I aquesta via es dona a través del municipalisme, no? Les ciutats són allò que està més a prop de la gent, és la institució més propera, i si volem canviar les formes de fer política no dependrà de qui entra a la institució, sinó dependrà també de tenir una ciutadania mobilitzada. No hi ha prou en votar cada 4 anys. No són bons o no són immunes a determinades dinàmiques de per si, sinó que hem de tenir mecanismes que ens ajudin a controlar, no? I ens assegurin que podem fer política d'una altra manera. Aquí una de les eines que esdevé principals i primordial és el codi ètic, no? Un codi ètic que signem, en el cas de Barcelona en Comú, tota la gent que entrem a les institucions, limitant el nostre sou, limitant els mandats, tenint un compromís de mantenir el contacte amb col·lectius que estan en situació de vulnerabilitat per d'alguna manera evitar això, que ens trobem que hi ha gent que porta 30 anys a les institucions i que s'ha oblidat, no?, de què és el que passa a la realitat, a la vida quotidiana. I crec que en això ens ajuda molt el fet de saber que estem aquí de manera temporal. O sigui, el fet de dir, jo estaré aquí 4 o 8 anys com a molt, perquè tinc un codi ètic que m'obliga a estar 4 o 8 anys, i aquí no em quedaré per sempre. I això et permet tenir com una frescura, un dinamisme, que veus que altra gent que porta 20 o 30 anys aquí no en té. Nos élus cumulards vivent, comme disait Max Weber, de et pour la politique. Ils sont des professionnels de la politique. In a day where a new information technology allows us to participate globally in any conversation, our barriers of information are completely lowered, and we can, more than ever before, express our desires and our concerns. Our political system remains the same
for the past 200 years and expects us to be contented with being simply passive recipients of a monologue. So it's really not surprising, isn't it, that this kind of system is only able to produce two kinds of results: silence or noise. Silence in terms of citizens not engaging, just simply not wanting to participate. There's this commonplace that I truly, truly dislike, and it's this idea that we citizens are naturally apathetic, that we shun commitment. But can you really blame us for not jumping at the opportunity of going to the middle of the city in the middle of a working day to attend physically a public hearing that has no impact whatsoever? Conflict is bound to happen between a system that no longer represents nor has any dialogue capacity and citizens that are increasingly used at representing themselves. And then we find noise. Chile, Argentina, Brazil, Mexico, Italy, France, Spain, the United States, they're all democracies. The citizens have access to the ballot boxes, but they still feel the need. They need to take on the streets in order to be heard. No representation without a conversation. We want our seat at the table, and rightly so. But in order to be part of this conversation, we need to know what we want to do next. Because political action is being able to move from agitation to construction. Bonjour, est-ce que vous voulez être mon député? Bien sûr. Oui? Ça vous intéresse? Non, mais pour de vrai? Vous voulez être mon député, monsieur? Tu veux être mon député? Ouais. Non. Pourquoi non? On cherche des députés. Chercher des députés? Ouais. Pour hacker l'Assemblée nationale. Ça vous dirait d'être député? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Quand? C'est Ma Voix. C'est un collectif de citoyens. Vous êtes affilié à quel mouvement? Aucun. C'est pas du tout un parti politique. Moi, je suis un peu pris cette année, mais on verra peut-être dans 5 ans. Ah non, là, c'est maintenant que ça se passe. Là. Je pensais que c'était une blague. Ah non, c'est pas une blague. Ah non, vraiment. Je suis pas inscrit sur les listes électorales. Ah, moi aussi, c'est dommage. Ah non, 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 la politique, c'est pas mon truc. C'est vrai? Ah, pourquoi? Non, merci, j'aime pas la politique. Bah nous non plus, c'est pour ça qu'on fait ça en fait. On veut remettre de la démocratie dans la démocratie. Parce que je suis trop vieux. Bon, déjà d'une. Mais non, il n'y a pas d'âge limite. Ça vous dit pas de gouverner un petit peu? Non? Que vous soyez acteur des lois, en fait. Qu'on arrête de donner les clés. On cherche un député! T'es un peu jeune encore. Si vous avez rien à faire pendant les 5 prochaines années. Oui, ça c'est plus dur. Ça. Pour ta voix? Ouais, ouais. Non, pour Ma Voix, c'est un collectif qui s'appelle Ma Voix. Vous aimeriez être député? Oui. Oui? Pas avoir les talents. Alors nous, ce qu'on pense, c'est que tout le monde a les talents. C'est vrai? Ouais. Vous êtes content, vous, de la politique aujourd'hui? Non. Vous vous sentez représenté? Pas vraiment, non. Une fois que tu as voté pour ton élu et le député est élu, tu n'as pas rien à dire. Les promesses, elles n'ont pas été tenues. Vous vous sentez citoyen, citoyenne ou pas? On nous a pas appris, franchement. Je pense qu'avoir une implication un peu plus directe, ce serait pas mal. J'ai l'impression d'être impuissante, comme tout le monde, j'imagine. Voter une fois tous les 5 ans, c'est absurde, effectivement. C'est pas la démocratie doit être vécue, ça c'est vrai. Exactement. Ils sont tous pourris, de l'extrême droite à l'extrême gauche, alors au centre, partout. Et est-ce que si nous, on votait les lois, on serait pourris? On essaie qu'il n'y ait plus de promesses à faire et juste que les gens puissent s'exprimer sur chaque loi. Quoi. On veut que les citoyens puissent voter sur toutes les lois qui sont à l'Assemblée nationale. Un vrai citoyen alors. Il a écrit quoi ici? Ma Voix. C'est facile à retenir, mavoix.info. C'est important? C'est très important, mon chéri. C'est même capital. Capital, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus que très important. Ici, à Commercy, en Meuse, nous fonctionnons depuis le début avec des assemblées populaires, quotidiennes, où chaque personne participe à égalité. Mais voilà que le gouvernement et certaines franges du mouvement nous proposent de nommer des représentants par région, c'est-à-dire quelques personnes qui deviendraient les seuls interlocuteurs du pouvoir public et résumeraient notre diversité. Mais nous ne voulons pas de représentants qui finiraient forcément par parler à notre place. Mais c'est sans compter sur la force et l'intelligence de notre mouvement. C'est sans compter qu'on est bien en train de réfléchir, de s'organiser, de faire évoluer nos actions. Et puis surtout, c'est sans compter qu'il y a des choses très importantes, que partout le mouvement des Gilets jaunes réclame sous diverses formes,
bien au-delà du pouvoir d'achat. Cette chose, c'est le pouvoir au peuple, c'est le peuple pour le peuple. C'est un système nouveau où ceux qui ne sont rien, comme ils disent avec mépris, reprennent le pouvoir sur tous ceux qui se gavent, sur les dirigeants et sur les puissances de l'argent. C'est l'égalité, c'est la justice, c'est la liberté. Voilà ce que nous voulons. Et ça part de la base. Si on nomme des représentants et des porte-paroles, ça finira par nous rendre passifs. Pire, on aura vite fait de reproduire le système et fonctionner de haut en bas. Ne mettons pas le doigt dans l'engrenage de la représentation et de la récupération. Ce n'est pas le moment de confier notre parole à une petite poignée, même s'il semble honnête, qu'ils nous écoutent tous ou qu'ils n'écoutent personne. Depuis Commercy, nous appelons donc à créer partout en France des comités populaires qui fonctionnent en assemblée générale régulière, des endroits où la parole se libère, où on ose s'exprimer, s'entraîner, s'entraider. Si délégué il doit y avoir, c'est au niveau de chaque comité populaire local de Gilets jaunes, au plus près de la parole du peuple, avec les mandats impératifs, révocables et tournants, avec la transparence, avec la confiance. Nous appelons aussi à ce que les centaines de groupes de Gilets jaunes se dotent d'une cabane comme à Commercy, ou d'une maison du peuple comme à Saint-Nazaire, bref, d'un lieu de ralliement et d'organisation. Et qu'ils se coordonnent entre eux, au niveau local et départemental, en toute égalité. Nous ne nous laisserons pas diriger, nous ne nous laisserons pas diviser et récupérer. Non aux représentants et aux porte-paroles autoproclamés. Reprenons le pouvoir sur nos vies, vive les Gilets jaunes dans leur diversité. Nous sommes de ceux qui n'arrivent plus à aller voter la tête haute. Certains d'entre nous ne votent plus du tout. D'autres votent blanc. Ceux qui votent encore le font par défaut. Avec tristesse ou colère. Nous nous sentons piégés par un système politique qui ne nous respecte pas, ne nous entend pas et depuis quelque temps nous dégoûte même par ses frasques, ses renoncements, ses promesses jamais tenues, ses mensonges, ses trahisons, son inhumanité. Nous sommes multiples. Nous sommes tous différents. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Et c'est ça notre richesse. Nos expériences de vie montrent qu'il y a tant de chemins pour atteindre des résultats concrets. Nous voulons expérimenter, pas à pas. Nous sommes en mouvement. Nous avons arrêté de regarder vers le haut avec espoir. Il n'y a plus rien à attendre de ceux qui nous gouvernent. Nous en constatons l'échec. Nous le disons sans haine, ni colère. Et finalement, ils échouent les uns après les autres. Car les règles datent des siècles passés. Elles ne sont plus adaptées. Nous ne voulons plus signer de chèques en blanc à des partis politiques. Nous allons construire une offre politique qui ressemble au monde que nous dessinons jour après jour. Libre, connecté, coopératif, interdépendant, concret. Nous voulons que chacun de nos actes soit émancipateur pour nous tous. Nous voulons prendre notre place à la table des décisions. Dans le monde entier, des mouvements naissent, répondant tous à la même soif de démocratie. Allemagne, Mexique, Argentine, Tunisie, Italie, Espagne, Islande, Grèce, Irlande, Canada. Et dans des villes et villages français. Partout dans le monde, des initiatives portent la volonté des peuples à prendre leur place à la table des décisions. Et nous, ici, sommes-nous prêts? Ma voix. 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 Ma voix.